Bonjour chers internautes, je suis bienvenue sur ma chaîne Matrix Diabolicum. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique des points chauds du paranormal, c'est-à-dire ces zones qui sur la planète semblent particulièrement affectées de phénomènes paranormaux les plus divers. Phénomènes lumineux aériens divers, ce qu'on appelle généralement les ovnis ou les PAN, observation d'entités diverses et variées, loups-garous, par exemple c'est le Dogman, etc., et Bigfoot, sensation d'altération du temps et de l'espace, appareils divers et batteries qui tombent en panne de façon mystérieuse dans ces zones, mais également des phénomènes plutôt issus du background diabolique, du genre poltergeist, c'est-à-dire des esprits frappeurs et des objets qui se baladent. Ce qui est étrange et dérangeant dans ces zones, c'est que ça semble justement mélanger les deux thématiques, ufologique et diabolique. Dans le cadre de mon livre Matrix Diabolicum, j'avais quelques hypothèses sur ce qu'il pouvait s'agir sur ces points chauds du paranormal. Soit il s'agit de points d'entrée et de sortie des agents de la maintenance, de la matrice, pour moi ce sont les démons. Soit je suppose qu'il s'agit de points de fragilité de la matrice qui provoquent des altérations spatio-temporelles, enfin ce qu'on interprète comme de l'altération spatio-temporelle, parce que dans une matrice, l'espace et le temps n'ont pas réellement les apparences qu'on leur prête. Et en fait, les démons les réparent et en profitent pour extraire de l'énergie des curieux qui viennent voir ces zones. Soit, et je ne l'avais pas envisagé à l'époque de mon livre, il peut s'agir aussi d'endroits qui ont fait l'objet par le passé de rites divers qui ont créé des égrégores, c'est-à-dire des êtres mentaux qui seraient la somme des attentes profondes d'un groupe de personnes, par exemple dans une religion, qui œuvrent dans le même but. Je vous renvoie à ma vidéo sur les égrégores. Et ces égrégores, pour survivre, ils créent une zone d'attraction des curieux dont les démons peuvent aussi profiter pour se nourrir de la peur des personnes, des curieux qui seraient venus sur place. Alors avant de démarrer le sujet proprement dit, je ne résiste pas à l'envie de vous partager une vidéo récente du vice-président américain J.D. Vance qui affirme que pour lui, le phénomène OVNI, ou PAN, phénomène aérien non identifié, aurait une origine démoniaque. Oui. Je ne pense pas que ce soit des aliens. Je pense que ce sont des démons de toute façon, mais c'est une plus longue discussion. Bon, je ne peux pas vous laisser partir sans cette nuance. Alors, vous pensez que ce sont des démons? Eh bien, écoutez, je crois que ces êtres célestes qui volent un peu partout, qui font des choses vraiment étranges aux gens, je pense que ce désir de vouloir tout décrire comme étant céleste, tout, absolument tout, comme étant d'un autre monde, de le désigner, de le qualifier d'extraterrestre, je veux dire, toute grande religion mondiale, y compris le christianisme, celle à laquelle je crois, a toujours compris qu'il existe des choses étranges et des choses très difficiles à expliquer. Et moi, je me tourne naturellement, quand j'entends parler de phénomènes un peu surnaturels, vers la compréhension chrétienne qui dit que, vous savez, il y a beaucoup de bien dans ce monde, mais il y a également du mal. Et je pense que l'un des plus grands tours du diable est de convaincre les gens qu'il n'a jamais existé. Il est particulièrement curieux de remarquer, soit dit en passant, que les films d'horreur à la fois font peur, ce qui est normal, mais en même temps attirent et séduisent leurs fans, ce qui est très étrange. Moi, je me demande légitimement si un égrégore ou une entité démoniaque ne serait pas à l'origine de cette étrangeté, c'est-à-dire cette attraction par l'entité et cette extraction de peur. Voilà. Alors, parmi les zones qui possèdent des étrangetés paranormales, bon, il y en a quelques dizaines dans le monde, mais j'en ai pris 4 qui sont parmi les plus connus. En dehors du triangle du Bermude, les triangles du Bermude, je vous renvoie aux vidéos internet, ça a été abondamment développé, donc c'est pas la peine que j'en parle. Moi, je vais me concentrer sur 4 zones qui soit ont fait part d'études de certains scientifiques, soit
ont été appliquées d'une manière ou d'une autre par des grands moyens financiers ou des interdictions étatiques d'avoir accès à ces zones, ce qui constitue une preuve indirecte du caractère objectif et sérieux de la zone appliquée. Et je vais commencer par la Rolls, en ce moment, des zones paranormales qu'on appelle le Ranch Skinwalker, qui se situe en Amérique, dans l'Utah. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Skinwalker? Le Skinwalker, ce qui veut dire littéralement marcheur de peau, je ne sais pas trop pourquoi on l'a désigné comme ça, dans la culture Navajo, donc indienne d'Amérique, c'est un type de chaman malveillant qui peut se métamorphoser, s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne. Selon les légendes, les skinwalkers se transforment souvent soit en loup, en chien, en corbeau, coyote, voire d'autres créatures comme justement les Bigfoot, les loups-garous, les dogman et j'en passe et des meilleurs. Ce sont des guérisseurs devenus mauvais qui ont commencé à utiliser leur pouvoir et magie pour faire du mal ou provoquer le malheur à autrui. Et on a ce background-là justement culturel dans la zone du ranch Skinwalker, où il y aurait eu au XIXe siècle des batailles, des vengeances de Skinwalker par rapport aux peuplades locales. Alors, le ranch a été popularisé par des livres comme Hunt for Skinwalker. Aujourd'hui, il est surtout connu via des émissions comme The Secret of Skinwalker Ranch aux États-Unis, qui mettent en scène des investigations avec un angle sensationnaliste, bien sûr. Alors, dans ce livre, Hunt for the Skywalker, qu'est-ce qu'on trouve comme témoignage? Des lumières étranges dans le ciel, des animaux mutilés de façon inhabituelle, des perturbations d'équipements divers, des impressions de présence ou d'observation, phénomènes visuels fugaces, des formes, des silhouettes, etc. Certains membres donc, des équipes scientifiques, de l'équipe scientifique qui, à un moment, a pris pied dans ce ranch, à la place des propriétaires précédents, ont observé également ces choses. Donc, ça donne en plus un certain crédit scientifique, parce qu'il n'y a pas seulement que les gens qui y habitaient avant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme genre de témoignage? Alors, par exemple, la famille Sherman, qui était avant l'équipe scientifique du NIDS, alors je vous dirai ce que c'est après le NIDS. Alors, cette famille Sherman, qu'est-ce qu'elle a vu? Par exemple, un énorme loup, dont la tête arrivait à la hauteur du toit d'une voiture ordinaire. Vous imaginez la taille de la bête? Un loup tout à fait calme, approchant tranquillement des enclos, où il y avait les vaches et les moutons, et puis tout à coup, d'un bond extraordinaire, s'est jeté sur une des bêtes. Alors évidemment, le père Sherman a tiré à bout portant avec un revolver, absolument sans effet. La bête n'était pas effrayée, continuait à attaquer une bête. Ensuite, il est allé chercher un puissant fusil utilisé en safari, qui tue des grands cervidés à 200 mètres. Pas plus d'effet. Il y a un bout de chair qui s'est détaché, mais ça n'a pas eu l'air d'embêter la bête plus que ça. Elle a continué à... Elle est partie en trottinant, sans se presser particulièrement. Alors ils ont essayé, donc la famille Sherman, je pense que le père et les deux fils ont essayé de la suivre, et malgré qu'elle avançait lentement, eh ben, ils n'arrivaient pas à la rattraper. Ils étaient comme dans la mélasse, comme dans un cauchemar. Ça rappelle un peu l'effet Oz que j'ai abordé dans ma vidéo sur les Men in Black, c'est-à-dire cette espèce de sensation que le temps et l'espace est comme perturbé. C'est assez bizarre. Et à un moment, ils ont perdu la bête de vue et ils ont donc suivi ces traces. Et à un moment, les traces, elles se sont arrêtées net, pop, plus rien. Comme si la bête s'était carrément évanouie dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu aussi? Des sphères lumineuses avec un comportement intelligent apparemment. Des orbes bleutés flottant au-dessus du ranch. L'une d'entre elles aurait suivi les chiens des propriétaires et ces pauvres chiens auraient été trouvés un peu plus tard morts et complètement brûlés. Alors, sans qu'ils comprennent pourquoi, les propriétaires, les Sherman, auraient ressenti une terreur incroyablement plus intense que le phénomène n'expliquerait par lui-même. On retrouve souvent cette sensation irrationnelle
dans un certain nombre de témoignages liés aux ovnis. Certains chercheurs auraient trouvé un lien entre cette peur irrationnelle et l'émission d'infrasons, en particulier des infrasons autour de 18 Hz. Alors 18, bon, je suis tenté de dire 6 plus 6 plus 6, bon, enfin, c'est une plaisanterie. Alors, est-ce que cette peur est induite artificiellement ou née de l'instinct profond de l'être humain? On ne sait pas. Alors, il aurait été constaté aussi sur ce ranch une espèce de portail dans l'espace qui s'ouvre, comme dans Stargate, mais sans avoir l'anneau initiateur, juste dans l'espace, comme ça, un tunnel qui s'ouvre. Et donc ça, c'est le témoignage des techniciens directement, des chercheurs qui ont suivi après la famille Sherman, des chercheurs du National Institute for Discovery Science, NIDS, qui est une organisation privée américaine dédiée à la recherche sur les phénomènes paranormaux et les anomalies scientifiques. Fondée en 1995 par le milliardaire Robert Bigelow, qui travaille d'ailleurs souvent en contrat d'État avec les États-Unis, avec l'administration américaine. Et cet institut a fonctionné à Las Vegas jusqu'à 2004. Donc inutile de vous dire que des gens comme Bigelow vont dépenser des millions de dollars, parce qu'à un moment, il y a eu une dizaine de techniciens et chercheurs pendant plusieurs mois, je crois même pendant 2 ans. Donc c'est pas gratuit tout ça. Hein. Donc s'il n'y a rien, croyez-moi, il n'y a pas ce genre d'homme d'affaires, il ne se balance pas de l'argent comme ça s'il n'y a rien. Hein. Alors, ces chercheurs, eux, auraient aussi vu un tunnel, une espèce de tunnel s'ouvrir dans l'espace et une sorte de créature humanoïde en sortir, en rampant. Puis après, le portail s'est refermé automatiquement, instantanément. Et les chercheurs ont vu aussi des mutilations qui ont été tellement nettes que les vétérinaires les ont qualifiées de découpes chirurgicales. Et donc les traces qui s'arrêtent dans le vide d'animaux étranges qu'ils essayent de suivre, pareil, comme la famille Sherman, pof, et voilà les traces dans la boue, et puis après plus rien. Ils ont vu aussi, les chercheurs, ce qu'ils ont appelé un prédateur invisible, enfin plus ou moins presque invisible. Les enquêteurs décrivent une forme humanoïde ou animale, presque invisible, comme un camouflage optique. Un peu, ils ont décrit ça comme la créature dans le film Predator avec Schwarzenegger, c'est-à-dire une créature presque invisible mais qui réfracte quand même un peu ce qu'il y a derrière elle. C'est assez flippant. Et puis, certains chercheurs ont ramené à la maison, chez eux, certains de ces phénomènes. C'est sympa, n'est-ce pas ? D'après les témoignages documentés, donc dans les livres Hunt for the Skywalker, de Colm Keller et George Knapp, ils ont eu les phénomènes suivants. Entités ou ombres, des figures sombres, apparaissent dans leur maison, souvent dans les couloirs, les chambres ou du coin de l'œil. Certains rapportent des entités humanoïdes près de leur domicile. Des activités poltergeist, c'est-à-dire des objets qui bougent tout seuls, des portes qui claquent, des murs dont on entend des bruits dedans, inexplicables. Des pics électromagnétiques anormaux autour de la maison. Bon, bien sûr, troubles du sommeil, sensations de malaise, anxiété, même des problèmes de santé persistants chez ces gens-là. Le docteur Jim Segala a mené une étude sur cet aspect avec plus de 35 participants en installant des capteurs chez eux. Voilà. Et également, ils ont vu des orbes, des espèces de lumière qui se baladaient autour des maisons, etc. Voilà, donc c'est sympathique. Certains d'entre eux ne voulaient même plus revenir faire leur boulot dans le ranch après ce coup-là, tellement ils ont eu peur. Alors, après, on a une autre zone qui s'appelle le Bradshaw Ranch. Alors lui, il est du côté de Sedona, en Arizona cette fois. Sedona, c'est une ville de plusieurs milliers d'habitants, donc c'est à une douzaine de kilomètres, le Bradshaw Ranch. Souvent considéré comme le petit frère du célèbre Skinwalker Ranch, bien qu'il soit moins médiatisé. Mais on y trouve des phénomènes assez similaires. Un haut lieu de l'activité ovni, par exemple. Sedona est réputé pour ses vortex énergétiques,
Mais le Bradshaw Ranch est décrit par certains comme un véritable épicentre. Depuis les années 90, de nombreux témoins, dont l'ancien propriétaire Bob Bradshaw, ont rapporté des orbes de lumière, pareil, traversant les canyons à des vitesses incroyables, des engins silencieux en forme de disques ou de cigares, des phénomènes de portail, comme au Skinwalker Ranch. Des lumières semblent apparaître et disparaître instantanément dans le ciel nocturne. D'aucuns disent qu'il y a une sorte de portail interdimensionnel sur place qui permettrait le passage vers différentes dimensions au monde. Enfin, ça, c'est l'hypothèse qu'on fait. Certains récits mentionnent l'apparition de créatures comme des Bigfoot, des êtres humanoïdes qui s'évaporent dès qu'on s'en approche. Certains font allusion à des anomalies temporelles. Des visiteurs ont rapporté des pertes de notion du temps, ce qu'on appelle le missing time dans le phénomène OVNI, ou des dysfonctionnements inexpliqués des appareils électroniques, dont les batteries qui se vident en quelques secondes. Alors, on peut se dire tout ça c'est du pipeau, c'est du racontard, sauf que depuis 2001, l'État a mis son nez là-dessus et il a bloqué toute la zone. Accès restreint, plus personne, sauf des gens vraiment qui ne montrent pas de blanche ou qui ont une habilitation, ne peuvent rentrer dans ce ranch. Donc, il y a quand même aiguille sous roche, si on peut dire. Certains pensent que l'armée y mène des expériences secrètes ou surveille le fameux portail. Certains se sont fait conduire d'ailleurs par des soldats sans badge d'identification sur leur uniforme. Certains parlent de la présence d'un complexe souterrain sous le Bradshaw Ranch, des tunnels qui iraient dans une base souterraine de l'armée américaine ou extraterrestre. Voilà. Alors, le Bradshaw Ranch, c'était aussi une zone où on avait fait une 50aine de films de western. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Alors, ce qui reste mystérieux, je vous dis, c'est donc cette zone fédérale qui est maintenant protégée, qui est inaccessible au grand public. Donc, c'est quand même curieux. De même, au Skinwalker Ranch, depuis que ça avait été repris par Bigelow, il n'était pas question que Monsieur Tout-le-Monde puisse aller dans le Skinwalker Ranch. Donc, pareil. Et donc, on ne fait pas ce genre de mesures assez coûteuses s'il n'y a rien. Voilà. Alors là, je vais traverser l'Atlantique et revenir en Europe, du côté de la République tchèque, et vous parler du château d'Ouska, H-O-U-S-K-A. Situé en République tchèque, c'est l'un des sites les plus célèbres pour les amateurs du paranormal. S'il a fait l'objet de nombreuses études par des enquêteurs spécialisés des émissions de télévision, il reste important de distinguer les légendes historiques des théories pseudo-scientifiques et des faits archéologiques. Voici ce qu'on a pu constater à Ouska. Alors, le château était le terrain de jeu de nombreuses équipes internationales comme Ghost Hunter International ou Most Haunted. Voilà. Alors, ils ont rapporté, ces gens-là, des phénomènes acoustiques, des sortes d'enregistrements de voix qu'ils attribuent à des fantômes, des gens, des disparus, des bruits de pas, surtout près de la chapelle, des chutes de température bizarres au milieu du château, c'est-à-dire au-dessus d'un gouffre, il semblerait y avoir un gouffre sous le château, et donc des variations brutales de température au-dessus de ce puits. De nombreux témoignages rapportent que les chiens refusent catégoriquement d'entrer dans certaines zones, comme la chapelle. Bizarre. Alors, le plus bizarre, par contre, et ça c'est une preuve permanente d'une bizarrerie, c'est l'architecture de ce château. Ce qui intrigue les chercheurs sérieux, c'est pas tant les histoires de fantômes que la construction elle-même, qui semble défier toute logique militaire de l'époque où il était fait au XIIIe siècle. Il a ce qu'on appelle une défense inversée, c'est-à-dire plutôt comme un château ordinaire de se protéger de menaces extérieures, il semble se protéger de menaces intérieures. Ça suggère que le château n'a pas été construit pour empêcher des ennemis d'entrer, mais pour empêcher quelqu'un ou quelque chose de sortir. On retrouve ce même thème d'ailleurs d'une forteresse à la défense inversée dans le film fantastique La Forteresse Noire de Michael Mann en 1983. Et comme dans le vrai château de Ouska, la forteresse noire met en scène des soldats allemands qui investissent ce château pour leur malheur. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone parce que je m'aperçois que j'ai laissé... Voilà.
Voilà. Et dans ce film en plus, comme on le verra ici, il y a des soldats allemands qui se font tuer par le... Enfin, dans le OSK, ils ne sont pas fait tuer, mais il y a eu une compagnie de soldats allemands qui sont venus dans ce château. Alors, ce château, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas de ressources. C'est un château construit sur une falaise, sans source d'eau, loin des routes commerciales et sans importance stratégique. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Mystère. La chapelle est bâtie directement sur une fissure rocheuse, ce qu'on appelle le fameux trou de l'enfer dans la région. Les fresques à l'intérieur sont bizarres. Elles représentent des créatures hybrides et une des créatures qui est gauchère, qui est maléfique à l'époque, hein. Très rare dans un édifice chrétien. Les pistes scientifiques et rationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a pu penser scientifiquement? Alors, on a pensé à des problèmes de gaz. Le château est situé dans une région riche en calcaire et en grès. Certains chercheurs suggèrent que des émanations de gaz comme le radon ou le dioxyde de carbone provenant des cavités souterraines pourraient provoquer des hallucinations ou des malaises. Bon, pourquoi pas? Sauf que ça n'explique pas la défense inversée. Enfin bon. Ensuite, les infrasons. La structure particulière des puits et des caves pourrait générer des infrasons, fréquences inaudibles à l'oreille humaine mais perçues par le corps. Donc ça, c'est encore le problème des infrasons dont je parlais tout à l'heure, qui est connu pour provoquer de l'anxiété, des frissons et un sentiment de présence. Certains ont évoqué la présence d'uranium, mais enfin bon, on ne voit pas tellement ce que l'uranium vient faire là-dedans. Alors, il faut savoir que ce château était occupé à un moment pendant la Deuxième Guerre mondiale par une compagnie SS, et pas n'importe quelle compagnie SS, qui travaillait pour l'Anne-Herbe. L'Anne-Herbe, c'était un service spécialisé du maréchal Himmler qui était spécialisé dans la recherche paranormale. Tiens donc. On sait que les nazis s'intéressaient à l'occultisme. Des rumeurs persistantes affirment qu'ils ont mené des expériences pour ouvrir ou étudier le portail dont on prétend qu'il serait encore sur place, renforçant l'aura de mystère autour du site. Alors, une pettte légende, je vais vous conter rapidement une petite légende sur ce qui traîne, entre autres, sur ce site. Je ne sais pas à quel siècle, on avait décidé on raconte qu'un condamné à mort aurait accepté de descendre dans le puits, au bout d'un filin, en échange de sa grâce. Mais il aurait été remonté au bout de quelques minutes, parce qu'il hurlait littéralement. Quand on l'a remonté, il avait des cheveux blancs, c'est comme s'il avait vieilli d'un coup de 30 ans. Et ce type était dans un tel état de blocage qu'il n'a plus parlé, et il est mort au bout de 2 jours. Sympa, n'est-ce pas? Bon, ça reste jusqu'à preuve du contraire une légende, parce qu'il n'y a pas de document là-dessus. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il en est de ce puits? Actuellement, si on va visiter ce château, le puits en tant que tel, c'est plus qu'une simple citerne. Mais on a dit que cette citerne, en fait, était construite au-dessus d'un véritable gouffre qui serait sous la citerne et qui aurait été remblayé. Il aurait été comblé, entre autres d'ailleurs aussi par les nazis d'ailleurs. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est qu'au XIIIe siècle, il fallait dépenser une somme considérable et beaucoup de main-d'œuvre pour construire un tel château qui est pourtant en dehors de tout lieu utile. Et surtout qui est construit, il n'y a pas de source, il n'y a rien pour l'alimenter. Donc c'est bizarre que même à cette époque, bon, on croyait au diable certes, mais pour construire un château qui serait dédié à la protection contre le diable, il fallait quand même autre chose que des racontars. Hein. Les seigneurs du coin, ils ne balançaient pas des sommes faramineuses pour n'importe quoi. Alors, quelles ont été les différentes thèses? On a pensé que le château aurait pu être une prison. Certains historiens suggèrent que le château n'était pas là pour retenir les démons, mais bien surveiller des prisonniers.
Cependant, Ouska était quand même trop petite pour avoir abrité une armée de gardiens et puis une prison d'État d'envergure, ce qui affaiblit cette thèse. Et puis il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait même pas de cuisine, ni latrine d'ailleurs. Alors, bizarre, hein. Alors, on a parlé d'un centre administratif de confinement. Une autre piste indique que le château servait de centre de collecte d'impôts et d'administration pour des terres royales et environnantes. Les murs fermés vers l'intérieur auraient pu servir à protéger le trésor ou les récoltes contre une révolte paysanne. Mais là encore, pourquoi construire sur une falaise sans eau, ce qui rendrait tout siège fatal pour les occupants? Ouais, c'est bizarre. Reste aussi donc le danger spirituel. Le seigneur du coin, au XIIIe siècle, aurait pu juger le danger spirituel suffisamment établi pour construire ce château. Donc le roi Ottokar II de Bohême croyait réellement, ou du moins ses conseillers le croyaient, qu'une faille vers l'enfer se trouvait là. Il a donc construit une sorte de bouchon sous forme de ce château. Et ça aurait été donc une dépense de sécurité nationale, en quelque sorte, pour protéger le royaume contre une invasion spirituelle. Alors, il y a une dernière hypothèse. Alors ça, c'est une hypothèse un peu paranormale. C'est celle des égrégores. Il y a beaucoup de chapelles, et celle-là n'y coupe pas, qui sont construites au-dessus d'anciens lieux de culte. Et ces anciens lieux de culte avaient donc les égrégores correspondants, c'est-à-dire les forces mentales issues de l'adoration des cultes précédents. Donc en fait, ce château servait de bouchon, de protection contre ces égrégores anciens, un équivalent de démons en quelque sorte, mais des démons artificiels créés par l'adoration de groupes humains, à distinguer des démons qui, eux, existent indépendamment des égrégores. Enfin, je vous renvoie sur ma vidéo sur les égrégores. Enfin, en tout cas, l'aspect le plus troublant reste l'absence totale de structure de vie. Pas de cuisine digne de ce nom, pas de source d'eau pour récupérer l'eau de pluie, pas de latrine. Le château de Ouska n'était pas conçu pour vivre, mais pour garder. C'est ce qui rend l'analogie avec le film La Forteresse Noire si pertinente. D'autant plus qu'en plus, on a eu ces groupes de nazis qui sont venus et qui d'ailleurs y ont placé des milliers de livres liés à l'occultisme qui avaient été l'objet de pillages à travers toute l'Europe. Plus de 13 000 volumes ont été retrouvés dans les châteaux de la région à la fin de la guerre. Et certaines personnes du coin avaient entendu des bruits et des lumières bizarres pendant que les nazis y étaient. Les habitants locaux rapportaient des lumières, oui, des bruits bizarres. Certaines théories suggèrent que les SS recherchaient, exploitaient ce que Lange Herb appelait le vril, une espèce d'énergie tellurique ou vibratoire qu'il pensait être concentrée sous la chapelle. À la fin de la guerre, lors de la reprise du château, on a trouvé plusieurs corps de soldats SS exécutés. C'est une pratique courante chez les Allemands en particulier pour effacer les témoins de projets sensibles. Voilà. Donc, il reste l'hypothèse donc effectivement que cette équipe allemande essayait de rechercher un secret ancien qui permettrait aux Führers d'avoir une sorte d'arme ou un pouvoir qui permettrait d'avoir la domination du monde en quelque sorte. Après la guerre d'ailleurs, alors fait troublant historique, on a retrouvé les ouvriers ont retrouvé des squelettes de chevaux sans tête, enterrés sous le plancher de certaines pièces. Dans certaines traditions occultes, c'est une méthode pour sceller un lieu ou empêcher les esprits de circuler. On a parlé aussi de voyage dans le temps, mais enfin ça on pense que c'est une légende, elle n'est pas documentée, elle vient d'un certain Karel Hynek Mácha, grand poète romantique tchèque. En 1836, il aurait passé une nuit au château de Ouska et aurait consigné son expérience dans une lettre adressée à son ami Edward Hindle. Selon ce récit, alors il s'était endormi
près du puits. Matcha se serait alors senti projeté dans un Ouska futuriste. Il décrit un monde sombre, peuplé de créatures étranges se déplaçant dans des boîtes métalliques sur des roues. Alors ce qu'on interprète aujourd'hui comme des voitures. Il aurait affirmé avoir voyagé précisément à l'an 2006. Je ne sais pas comment. Alors il semblerait que ce soit une des entités qu'il ait croisées qui lui ait dit. Il décrit des gens marchant avec des pierres lumineuses à la main. Tiens, c'est bizarre, ça fait quand même penser un peu au smartphone. Enfin voilà, pour ce site étrange. Alors, pour finir, je vais vous parler de la forêt d'Oya Baciu. H-O-I-A, plus loin, Baciu, B-A-C-I-U. La forêt d'Oya Baciu, située près de Cluj-Napoca, la troisième ville de Roumanie, en Transylvanie, souvent présentée comme l'une des forêts les plus hantées du monde, surnommée le triangle des Bermudes de la Roumanie. Bon, sauf que, quoi qu'en pensent les chercheurs du paranormal, il n'y a jamais, on n'a pas de documentation précise sur des disparitions réelles. Hein, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est à 2 km de cette ville de Cluj-Napoca, hein, troisième ville de Roumanie. Cette forêt est à 2 km. Donc, si elle était si dangereuse que ça, vous pensez bien que l'État aurait bouclé la forêt, ce qui n'est pas le cas. En plus, si elle représente une avancée possible dans le domaine du paranormal ou de l'ufologie, vous pensez bien qu'ils auraient bouclé aussi la zone. Alors, le nom de ce lieu vient d'une légende ancienne liée à un berger nommé Oya, ou Baciu selon les versions, qui aurait disparu avec son troupeau de 200 moutons. Voilà. Alors, la réputation paranormale moderne est revenue dans les années 60, avec en fait l'apparition d'un ovni. Le point de départ de la notoriété de cette zone moderne est venu avec, le 18 août 1968, par Émile Barnéa, un technicien militaire, qui, en compagnie de sa femme et amis, aurait photographié une soucoupe volante au-dessus de ce qu'on appelle la rotunda, la Poya Rotunda. C'est un endroit de la forêt qui a un trou où il n'y a pas du tout d'arbres et qui est presque ronde. Et il aurait vu un ovni et une soucoupe volante au-dessus de cette clairière ronde. La Poya Rotunda. Alors, il a capturé donc en photo ce qui ressemble à un disque ou une soucoupe volante. Ces photos ont été publiées dans la presse locale. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans les fin des années 60, sous régime communiste, le paranormal était très mal vu, réprimé. D'ailleurs, suite à cette publication, Barnéa a perdu son emploi. Donc, ceux qui pourraient me dire, ouais, il s'est amusé, il a fait une fausse photo et tout, c'est un peu moyen comme argumentation. Alors après, on a eu d'autres observations d'orbes lumineux, de lumière rouge-orange, d'objets volants diverses, sont rapportés dans les années également 70. On a rapporté aussi l'histoire, alors c'est pareil, c'est hélas pas documenté, d'une disparition pendant 5 ans d'une fillette, qui serait donc réapparue exactement comme elle est repartie, avec les mêmes habits, mais qu'elle n'avait pas vieilli, et elle ne se rappelle absolument de rien. Voilà. Alors sinon, des centaines de personnes parlent de malaises physiques diverses, comme des nausées, des maux de tête, des brûlures, des éruptions cutanées, des sensations d'être observé, des dysfonctionnements de l'électronique, boussole qui tourne, batterie qui se vide, GPS qui bug, des voix, des chuchotements, des ombres fugaces, des phénomènes de temps perdu ou dilaté, des gens qui y sont pendant par exemple 1 heure et puis en fait ils ont passé plusieurs jours vu de l'extérieur. Enfin, bon, voilà, ce genre de choses. Alors, la forêt a été popularisée par des émissions TV, bien sûr, comme Ghost Adventure, Destination Truth ou des documentaires divers. Alors, il y a eu des scientifiques aussi qui se sont, qui se sont intéressés à cette histoire-là. On a un certain Alexandru Sift, biologiste, et ensuite Adrian Patrout, professeur de chimie à l'université locale de Cluj-Napoca. Alors, Alexandru Sift
pionnier dans cette affaire. C'est le premier chercheur à s'être intéressé sérieusement au phénomène de la forêt dans les années 60. Biologiste et professeur, il a mené des investigations sur les anomalies de lumière, de magnétisme et les phénomènes visuels étranges. Et on trouve aussi dans cette forêt des arbres qui sont très bizarres. Ils sortent du sol droit et puis tout à coup, hop, beaucoup de troncs partent à angle droit, puis après ils reviennent à l'arrondi. Les biologistes peinent beaucoup à expliquer ce phénomène. Ils ne comprennent pas. Enfin, le fait est, je vous mettrai des photos. Alors, ce fameux Alexandru Sift avait fait plus de 60 000 photos selon certaines sources, dont beaucoup montraient des éléments invisibles à l'œil. Sift rapportait lui-même des sensations d'être observé, des ombres fugaces, des phénomènes magnétiques divers. Malheureusement, comme par hasard, la quasi-totalité de ses archives a disparu mystérieusement quelques jours après sa mort en 1993. La question reste donc ouverte. Alors ensuite, qui a repris sa suite, un certain Adrian Patrut, P-A-T-R-U-T, chimiste. Ami proche également donc de Sift. Il a repris et continué ses recherches après sa mort. Professeur de chimie inorganique à l'université locale, il est aussi impliqué dans la parapsychologie, membre de la Société roumaine de parapsychologie. En 1995, il a publié le livre Fenomenele della Padure Oiabaciu, les phénomènes de la forêt d'Oiabaciu, qui compile les quelques photos restantes de Sift ainsi que de ses propres observations et clichés. Patrut a cartographié les points actifs de la forêt, notamment la clairière, étudié les anomalies magnétiques et lumineuses, témoigné des phénomènes personnels, apparition de voix, etc. Il y a même un moment, il aurait trouvé une espèce de petit château à l'intérieur de la forêt, et quelques jours après, au même endroit, il n'y avait plus rien. Bizarre. Et puis il y a aussi donc les mêmes phénomènes de dilatation du temps aussi. On croit passer 1 heure, on a passé la journée entière, par exemple. Alors il évoque souvent des bases de scientifiques incomprises plutôt que des phénomènes diaboliques ou paranormaux. Il évoque une physique particulière du lieu, des espaces à 4 dimensions, des formations locales de l'espace-temps, pour des raisons inconnues. Voilà. Alors, ces 2 chercheurs sont des figures locales respectées dans leur domaine académique, mais leurs travaux relèvent davantage de l'approche parapsychologique que la science conventionnelle, avec revue des pairs. Donc, pas d'études rigoureuses, reproductibles n'a été publiée. Il faut dire que dans ce domaine, la reproduction, c'est pas simple. Enfin bon, évidemment, vous doutez bien que la science officielle ne donne pas suite à ce genre de témoignages. Mais reste que des gens comme eux, comme Sift et Patrut, ont passé leur vie à étudier ce truc-là. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses à y trouver. Par exemple, donc, dans son bouquin Fenomenele della Padure Oiabaciu, les phénomènes publié en 1995, c'est un travail de compilation et d'analyse. C'est un des tout premiers livres locaux sur le phénomène. Il fait environ 200 pages dans certaines versions scannées, repose essentiellement sur l'archive photographique restante d'Alexandru Sift. Alors, contenu du livre. Ces images montrent des phénomènes invisibles à l'œil nu, alors de plein de photos, donc qui montreraient des phénomènes invisibles à l'œil nu, formes immatérielles, des parapluies de lumière, selon Sift, faisceaux de lumière, objets sphériques, formes géométriques, ombres fugaces, silhouettes nébuleuses. Certaines photos captent des ovnis ou lumières qui n'étaient pas visibles sur place. Analyse et observation. Alors, Patrut commente ces images, décrit les anomalies magnétiques et lumineuses mesurées, cartographie des zones actives. Ce ne limite pas à la clairière, mais insiste sur les points précis de la forêt. Voilà. Alors, comme je disais, il ne parle pas de fantômes ou de surnaturel, il parle de phénomènes physiques inconnus. Il parle de la notion de bioplasma, une forme d'énergie biologique ou plasmique, bon, qui aurait plusieurs dimensions. Bon. Ça n'a hélas pas fait l'objet de confirmation de d'autres scientifiques. Alors,
qu'est-ce que je conclurais de tout ça? Eh bien que oui, malgré que la réalité de certains sites soit à mon avis un peu surfaite, comme à Oyabachu, il semble bien y avoir dans le monde des endroits où la réalité ordinaire semble se dissoudre, n'est plus la même. Et où une ou des entités manipulatrices sont bel et bien à l'œuvre. Les chercheurs qui ont travaillé sur le Skinwalker Ranch, par exemple, ont avoué avoir eu affaire à une ou des intelligences qui, de toute évidence, s'amusaient avec eux à leurs dépens. Et même certains ont été martyrisés puisqu'ils ont ramené des phénomènes à la maison, comme je l'en ai parlé. Je me rappelle d'une anecdote sur ce ranch dont je n'avais pas parlé, où des chercheurs s'étaient aperçus que des caméras de surveillance tombaient régulièrement en panne dans un certain secteur. Alors, dès qu'ils ont mis des caméras sous surveillance, c'est-à-dire pour surveiller ces caméras, pour voir qu'est-ce qui perturbait ces caméras, mais ce sont les nouvelles qui sont tombées en panne. Donc, la manipulation est quand même signée là. Donc il semblerait que la directive qui veut que Satan continue malgré tout à nier sa propre existence est encore de vigueur. Quoique, il semblerait que le chef des exorcistes du Vatican, qui s'appelait Gabriele Amorth, A-M-O-R-T-H, vous pourrez aller voir sur Internet, mort en 2016, a laissé une lettre testamentaire dans laquelle il attirait l'attention des futurs papes sur la montée en puissance bientôt exponentielle, disait-il, de cas de possession diabolique dans le monde. Ce qui augure une époque où cette directive va s'arrêter et où le diable et ses troupes ne se cacheront même plus. Heureusement, en tant que chrétien, Dieu, je pense, j'en suis persuadé, remettra les choses en ordre. Alors, à cet égard, l'aveu du vice-président J.D. Vance, dont je parlais au début, n'est pas à prendre à la légère. Car J.D. Vance, on n'accède pas à un tel poste si on était soupçonné d'être un simple illuminé. Or, je vous rappelle que ce monsieur dit que pour lui, les ovnis sont d'origine diabolique, ni plus ni moins. Alors, bien entendu, en tant que chrétien, je ne saurais trop vous recommander aux gens de ne pas même essayer de mettre un pied dans ces zones. On s'est aperçu, en effet, dans certains phénomènes paranormaux, comme par exemple celui des enfants aux yeux noirs, que ces phénomènes à un coïncidence diabolique ont besoin d'un accord tacite de la personne pour rentrer dans son intimité, avec tous les dégâts que ça peut créer. Donc, attention, danger spirituel grave. Je ne saurais être plus précis à ce sujet. Voilà. Alors, j'avais fait l'hypothèse, comme je disais au début, qu'on pouvait avoir affaire, premièrement, tout comme dans le film Matrix, peut-être à des zones d'entrée et sortie d'entités, généralement diaboliques, parce que les angéliques le font probablement aussi, mais de façon beaucoup plus discrète. Soit des zones où la matrice n'est plus suffisamment soutenue par le pouvoir de création des humains. Je vous renvoie aux vidéos où je parle de ce pouvoir de création. Et où les agents de la maintenance, donc les démons, y attirent des gens pour recréer le tissu local de la matrice. Alors, il est possible que ça commence par des phénomènes ovnis, qui, étant vus à distance, peut attirer les curieux. Et puis ensuite, ces phénomènes migrent vers le paranormal classique, enfin classique si j'ose dire, poltergeist, apparitions diverses, etc. Et au fur et à mesure que les gens viennent, la matrice se répare et puis, en fait, le phénomène ira plutôt en descendant. Ce qui n'empêche pas, éventuellement, les démons de maintenir la zone un certain temps, parce que cela rassure en même temps une alimentation en basse énergie par l'intermédiaire de la peur qu'ils auront créée dans ces zones. Puis enfin, donc, la dernière hypothèse dont j'ai aussi parlé au début, ce qui semblerait être le cas sur Ouska, c'est qu'il y a un certain nombre de sites où, en particulier la religion catholique, a recyclé d'anciens lieux religieux où se passaient des rites sacrés et où il s'est créé forcément des égrégores. Je vous renvoie à ma vidéo sur les égrégores. Et ces égrégores, lorsqu'elles sont portées par des intentions plutôt malveillantes, peuvent être vues comme des démons artificiels engendrés par les humains eux-mêmes, ayant participé à ces rites. Ce qui n'empêche pas éventuellement même les vrais démons de venir sur le lieu pour profiter aussi du festin. Voilà, alors je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je pouvais dire là-dessus. Voilà. Alors, je vous invite à aller vérifier vous-même, aller voir vous-même sur YouTube ou autre des vidéos sur ces différentes zones. Vous verrez, ça
certains d'entre eux les développent beaucoup plus que ce que j'ai pu faire. Alors j'espère que ça vous aura plu, auquel cas j'aurais dû le dire au début parce que sinon ça va encore se louper. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Mettez des commentaires, j'ai toujours pas de commentaires, c'est dommage, même si c'est pour me critiquer, ça me fait quand même avancer les choses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine sur Matrix Diabolicum. Au revoir.